Et en fait, j'étais, moi, en tout cas, cette semaine, je n'ai pas été actif parce qu'il y avait mon neveu qui avait mariage, il s'est marié hier. Donc, c'est pour ça que depuis le samedi, je n'arrivais pas à me connecter le samedi à la réunion. Ok. Et j'ai consacré la semaine à aider le neveu à préparer son mariage, comme son père est malade en Belgique. Donc, Ok. j'ai eu vraiment du retard cette semaine, à part quelques vidéos que j'ai suivies sur la gestion du projet en ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà les trois chapitres que nous devrions regarder. C'est l'architecture des groupes de gestion de projet, l'architecture des domaines de gestion de projet et les prérequis sur le concept de gestion de projet. PM ici, parce que bon, notre ami qui a préparé les vidéos, il a gardé l'acronyme en anglais, c'est pour ça que chaque fois il met PM. PM, c'est Project Management. Donc, c'est ça les trois vidéos ou les trois chapitres que nous devrions, sur lesquels nous devrions nous focaliser cette semaine. Parce qu'il faut le rappeler, on avait déjà vu les éléments liés au CIPOC, liés au Data Flow Diagram qui permet de représenter les processus, de représenter la circulation des données et de la valeur au sein des différents processus de gestion de projet. Donc, on avait également déjà dans la première partie vu l'architecture des processus ou des groupes de processus. Et on avait, là-bas, on avait vu le Project Lifecycle Management, le cycle de gestion de projet. Et je crois que vous l'avez déjà constaté, hein, on utilise les thèmes en anglais et les thèmes en français dans le Project Lifecycle Management ou le cycle de gestion de projet. Et on avait vu que le cycle de gestion de projet, c'est vraiment l'architecture qui formalise le cycle de vie d'un projet. Et c'est une série de phases qui permet à ce que le projet aboutisse à l'obtention de la performance en montant en maturité. Donc, on part d'une phase qu'on dit d'initiation pour aller vers la phase de clôture en traversant bien sûr la phase de planification, la phase de mise en œuvre, la phase de monitoring et suivi et monitoring. Et ensuite, on aboutit à la phase de, de clôture de notre projet. Okay. Et puis, entre les phases, on avait vu qu'il y a les portes de maturité qui séparent deux phases et qui autorisent le passage à la phase suivante. Donc, ce sont des revues qui sont réalisées entre les phases pour décider d'avancer ou pas. OK? Donc, on avait vu ça. Et maintenant, pour cette semaine, donc, on avait l'architecture des groupes de gestion de projet. Et puis, donc, ici, il y a ce diagramme que je présente là qui résume un peu l'architecture des groupes de processus et comme on l'a déjà vu, les processus sont divisés en 5 phases. La phase d'initiation, la phase de planification, la phase d'exécution, la phase de monitoring et control et la phase de clôture. N'est-ce pas? Donc, il permet de organiser, préparer, structurer globalement la gestion du projet. Et les processus vont concourir à la préparation et à la gestion du temps, à la gestion des coûts, à la gestion de la qualité, à la gestion des équipes, pour arriver véritablement à atteindre les objectifs qui sont assignés à ce projet. Et comme vous pouvez le voir dans cette image, il y a un certain nombre donc, de processus qui doivent être menés à chaque niveau, à chaque phase. Par exemple, au niveau de l'initiation, c'est là où vous avez les baselines du projet, vous avez les données de base qui permettent maintenant de pouvoir se décider de pouvoir lancer le projet. Donc, pour objectif de l'initiation, c'est pouvoir lancer le projet. Et là, il y a un certain nombre de documents que l'on développe lorsqu'on fait l'initiation. Il y a ce qu'on appelle le Project Charter. En général, c'est un document, si vous avez bien suivi la vidéo, on dit c'est un document qui est généralement sur un format
A3 qui permet d'expliciter les raisons pour lesquelles on pense que ce projet doit être réalisé. Et il y a aussi le business model qui doit être produit et puis le business case. Donc, project charter, business model, business case. On va voir ça beaucoup plus en détail plus tard, comment on développe le project charter, comment on développe le business model d'un projet, comment on développe le business case. Mais ici, il faut simplement comprendre que dans la phase d'initiation, on doit s'accorder. Ça, c'est des documents qui permettent de valider. Dans les projets de développement que nous faisons, par exemple, c'est le concept note que vous faites. Quand vous envoyez, par exemple, un concept note à un bailleur, s'il valide votre concept note, votre note de concept, ça vous permet maintenant de passer à la planification, n'est-ce pas? C'est ça qui vous permet maintenant de passer à la planification. Et quand on parle de planification ici, l'objectif, c'est d'organiser et de préparer le projet. Le plan de gestion du projet, le budget pour voir où est-ce que les ressources vont venir. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Ok, merci beaucoup. Donc, je disais, dans la phase de planification, on doit arriver à développer le plan de gestion de projet et aussi à avoir un peu, c'est là où, par exemple, si pour les projets de développement que nous faisons, vous allez avoir l'accord avec le bailleur pour dire, bon, ce projet va coûter 300 000 dollars ou bien il va coûter 2 millions de dollars ou 10 millions de dollars. Et vous vous accordez et ça vous permet donc de pouvoir préparer budget prévisionnel et autres, et tous les autres documents qui sont associés. Donc, et maintenant, quand vous arrivez dans la phase d'exécution, vous devez maintenant gérer la mise en œuvre du projet, hein, et puis on met à jour le plan de gestion du projet et on essaie maintenant de mettre sur pied un certain nombre de work package ou de groupes de travail ou d'actions et des tâches et qui vont permettre de pouvoir réaliser, de pouvoir avoir des livrables qui vont permettre que vous puissiez monter en performance, que vous puissiez donner de la, en fait, que votre projet puisse fournir de la valeur, ok? Et pendant qu'on met en œuvre, il y a le monitoring, le contrôle qui se fait en même temps. Hein, on met un certain nombre d'actions en place. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Donc, je résume simplement ce qui a été dit dans la vidéo pour vous permettre de pouvoir comprendre en prenant des exemples sur le contexte que nous avons, qui est le contexte de développement, des projets de développement sur lesquels la plupart d'entre nous, nous travaillons, pour nous permettre de pouvoir appliquer, quoi. Question? Voilà. Oui, j'ai levé la main, c'est parti. Oui, vas-y. Je ne vois pas les mains, donc vous pouvez les. Quand vous avez une question, vous prenez la parole. Oui, Georges. Ok. Oui, désolé, je vous ai suivi en partie parce que j'avais un petit souci d'Internet là. Et moi, la question, c'est toujours un peu cette première phase-là. Comme tu viens d'expliquer, c'est qu'on est en train de poser comme base tout ça pour permettre à ce que nous puissions avancer. Ces concepts notes-là, est-ce qu'à ce niveau-là, on est obligé d'aller en détail ou bien c'est juste d'abord des idées en termes des objectifs et plus tard, ça sera maintenant à développer les projets, par exemple, en détail? Donc, quand tu es dans la phase d'initiation d'un projet, et comme l'exemple que j'ai pris, par exemple, quand certains bailleurs, certains bailleurs, surtout dans le développement, quand parfois, ils peuvent contacter, par exemple, RFUK ou bien RFN ou bien une autre organisation et dire,
est-ce que vous pouvez nous envoyer une note de concept? Une note de concept. La note de concept permet maintenant au bailleur de voir, et dans la note de concept, peut-être je vais noter ça, peut-être je vais partager un exemple de note de concept avec nous. Note de concept pour permettre que nous puissions bien voir. La note de concept, en fait, vous définissez les objectifs du projet, vous définissez les cibles, vous définissez les ressources dont vous aurez besoin en termes de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Vous essayez de définir comment on appelle ça, le scope en anglais, qui est en français, c'est le scope. Bon, je vais retrouver le terme. Donc, en anglais, c'est le scope. Donc, vous définissez dans le scope, et c'est-à-dire que vous allez cibler quelles régions et tout. Vous définissez globalement le coût, ce que ça va donner. Donc, le coût que vous mettez, par exemple, dans le concept note, c'est pas le coût réel du projet, c'est une estimation. Et maintenant, quand vous envoyez dans le project charter, vous envoyez dans la note de concept, le bailleur ou le financier va pouvoir dire, OK, cette concept est intéressante, ou alors elle est intéressante, mais modifier telle ou telle chose. Et c'est là où vous passez à la phase de planification. Et dans la phase de planification, c'est là où vous allez développer un certain nombre vous allez entrer en détail. Maintenant, là, le budget, par exemple, ne doit plus être estimatif, il doit être réel. Vous ne devez plus estimer les équipes ou bien estimer le scope. Vous devez pouvoir véritablement avoir une bonne connaissance, aller en profondeur et indiquer chacun de ces éléments avec détail. Et maintenant, en général, on renvoie ça au bailleur et maintenant, il valide, vous passez à l'exécution en faisant le monitoring et le contrôle en même temps. Et quand le projet est fini, vous faites la clôture. OK? Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question là-bas. Et ici, dans l'architecture des domaines de gestion de projet, je crois que les éléments sont davantage plus illustrés. Si vous oubliez quoi que ce soit, vous devez pouvoir, je crois que le formateur qui est sur le site a parlé de ça. Ce tableau, c'est la base de la gestion de projet. Tout gestionnaire de projet doit toujours avoir ce tableau et avoir une bonne compréhension de ce tableau. Donc, ce tableau a sur l'horizontale les différents processus, les différentes phases de gestion de projet, comme on l'a vu, les différentes phases de gestion de projet. Initiation, planification, exécution, monitoring et contrôle, et puis clôture du projet. Et vous avez maintenant verticalement les différents domaines d'expertise et de connaissances qui doivent être pris en compte dans la gestion de projet. Donc, vous avez l'intégration, la gestion de l'intégration, la gestion du scope, vous avez la gestion du périmètre. Voilà, le scope, c'est le périmètre. Le terme, je sais pas pourquoi le terme m'échappait aussi longtemps. Donc, le périmètre de votre projet. L'exemple du périmètre, c'est quoi? C'est que vous pouvez dire on va travailler seulement à l'équateur. Et même à l'équateur, vous pouvez dire on va travailler seulement à Lokolela et Ingende. Ou bien, et puis à Lokolela et Ingende, on va cibler 10 villages ou 5 villages. Donc, c'est vraiment ça, le périmètre de votre projet. Ça doit être clairement établi. Vous avez le plan, la durée, la gestion de la durée de votre projet. Vous avez la gestion des coûts, la gestion de la qualité, la gestion des ressources, la gestion de la communication, la gestion des risques, la gestion des achats et la gestion des parties prenantes. Donc ça, ce sont les domaines
d'expertise et de connaissances que vous devez étaler maintenant sur les 5 phases du cycle de gestion de projet, les 5 phases qui sont là. Et vous allez donc voir que dans la phase d'initiation, en termes d'expertise et de connaissances, vous devez pouvoir, il y a 2 domaines qui sont intéressés ici. Donc, on a le domaine de l'intégration, de la gestion de l'intégration et le domaine des parties prenantes. Donc, vous devez clairement définir, et là, vous avez 2 documents à définir, c'est le Project Charter et le document qui présente les parties prenantes, qui identifie et documente les parties prenantes de votre projet. Maintenant, quand vous entrez dans la phase de planification, vous voyez que la phase la plus importante et la plus fondamentale et la plus difficile, justement, parce qu'il y a beaucoup de processus à mettre en œuvre là-bas, c'est la phase de planification. Vous développez le plan de gestion du projet, vous développez le plan de gestion du périmètre, vous définissez le périmètre, vous faites ce qu'on appelle le work breakdown structure, c'est-à-dire que work breakdown structure, dans la structure de réalisation de chacune des actions de votre projet. Vous devez pouvoir planifier ça. Donc, il y a un outil que l'on appelle Work Breakdown Structure et vous avez le plan de votre projet, vous avez les activités qui doivent être définies, vous allez définir la séquence des activités. Il y a certaines activités qui vont se faire en même temps que d'autres. Toutes ces séquences-là, vous devez pouvoir les définir. Vous devez estimer le temps des activités et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que dans la partie planification, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de processus qu'il va falloir mener pour s'assurer que le projet est bien planifié. Ok? Vous voyez par exemple que dans la phase d'exécution, tout ce qui concerne le périmètre, tout ce qui concerne la durée, tout ce qui concerne le coût, en principe, on ne modifie plus. Vous ne pouvez plus venir dans l'exécution et vous dites par exemple que au lieu d'aller à l'Équateur ou d'aller à Mai-Ndombe, je vais plutôt aller au Nord Kivu. Non, ça ne va pas être possible parce que les coûts vont être différents, les réalités vont être différentes. Bref, ce n'est pas dans la phase d'exécution que l'on vient encore travailler sur le périmètre du projet ou bien sur l'étendue du projet ou sur les coûts du projet. Ce n'est plus à ce niveau-là. Lorsqu'on est dans l'exécution, comme on va le voir avec la phase de monitoring et contrôle, on met simplement en marche des systèmes ou des processus qui vont vous permettre de contrôler que vous respectez votre périmètre, contrôler que vous respectez les coûts qui ont été établis, contrôler que vous êtes en train de respecter la durée que vous aviez établie pour votre projet. Donc, c'est ça que vous devez maintenant gérer pendant que vous faites la mise en œuvre. Donc, le monitoring et le contrôle, c'est ces contrôles-là qui sont faits en même temps. Et vous avez la gestion de la qualité. Vous devez avoir des systèmes qui vous permettent de gérer la qualité. Vous avez dans l'exécution, vous allez acquérir des ressources, par exemple recruter des équipes ou acheter développer des équipes, gérer les équipes. Donc tout, pendant que vous exécutez, ça c'est une tâche que le chef de projet doit faire. Il doit savoir gérer les équipes, développer les équipes parce que même si vous recrutez les gens compétents, vous devez toujours leur accorder d'autres compétences. Gérer la communication, et ça c'est le cœur du projet, la communication. Si vous n'êtes pas un bon communicateur dans la gestion du projet, il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc, vous devez avoir un bon système de communication qui établit clairement comment vous allez maintenir chaque partie prenante informée. Et quand on dit informée, comment vous allez communiquer avec chaque partie prenante. Et pour certaines parties prenantes vont être responsables de certaines activités.
certaines parties prenantes vont être simplement informées, certaines parties prenantes vont collaborer, vont être actifs dans la mise en œuvre du projet. Donc, tout cela doit être clairement établi dans votre plan de communication pour que à chaque niveau, vous puissiez bien communiquer avec chaque partie prenante. Il y a la gestion des risques. OK? Vous aviez dans la planification planifié les risques, identifié les risques, vous aviez mis en œuvre le système pour pouvoir analyser les risques. Maintenant, dans l'exécution, vous devez pouvoir implémenter, mettre en œuvre votre plan de gestion des risques. Et on a souvent ce qu'on appelle le risk register ou l'enregistrement des risques, la matrice d'enregistrement des risques, pardon. Et donc, cette matrice, c'est une matrice que vous devez mettre à jour régulièrement pour vous assurer que vous maîtrisez la gestion des risques. On a aussi, pour ce qui est des achats, vous aviez le plan des achats au niveau de la planification. Maintenant, dans l'exécution, vous mettez en œuvre ce plan des achats. Donc, vous allez voir, par exemple, dans les projets, on dit pour les achats qui correspondent, on avait établi pour les achats qui correspondent, qui sont à l'échelle, à tel prix, si ça atteint par exemple $500, il faut 3 préformats. Si c'est au-delà de $500, il faut faire un appel à manifestation d'intérêt. Donc, tout ça est établi dans la planification et maintenant, lorsque vous exécutez, vous devez simplement, les équipes ne vont pas revenir dire non, je suis en train de vouloir faire des achats de motos et les motos c'est $5,000, mais je peux juste demander 3 proformas. Non, ça a déjà été établi dans la phase de planning que si ça dépasse $1,000 par exemple, vous devez lancer un appel à manifestation d'intérêt. Donc le rôle du chef de projet, c'est simplement de pouvoir regarder ce qui est prévu, déjà ce qu'on avait prévu dans la planification et exécuter cela ou faire exécuter cela par les équipes qui vont être en charge. Parce que dans beaucoup de nos projets, c'est pas le chef de projet qui lance tout ça, ça va être le comptable, ça va être les amis de la logistique. Donc vous devez, en tant que chef de projet, travailler avec toutes ces équipes pour s'assurer qu'ils respectent tout ce qui était prévu dans la planification de manière à ce qu'ils puissent conduire cela et que plus tard, cela puisse être validé par le bailleur. Et comme on a dit, vous devez gérer les parties prenantes. Donc, et quand on finit donc l'exécution et le monitoring, il y a la phase de clôture qui est également une phase très importante où on doit faire les évaluations, on doit faire des audits et puis clôturer le projet de manière convenable. Donc, ici, il faut retenir qu'on a environ 50 processus. Je crois que si vous avez suivi la vidéo, il y a environ 50 processus et des centaines de méthodes et d'outils qui vont être engagés dans la mise en œuvre d'un projet. Et c'est tout cela que nous allons voir tout au long de cette formation pour nous assurer qu'on a non seulement une compréhension, mais une maîtrise de ces 50 processus, mais aussi de ces méthodes et ces outils qui sont utilisés pour pouvoir mettre en œuvre un projet quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau avant qu'on ne passe au 3e chapitre que nous devrions regarder cette semaine? Question? Vous pouvez parler parce que je ne vois pas vos doigts. Donc, si quelqu'un veut parler, directement parler. OK. Bon, ton slide sur la présentation est resté sur la première page là. La question que j'ai, merci beaucoup. Moi, j'ai juste 2 questions. Attends, le La slide première n'est pas question, changé toujours? non, Non. il est toujours au premier. Oh. Ok, vas-y, je vais essayer de... Oui, là, ça a Ça changé. bouge maintenant. Oui. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Il faut toujours me faire signe si jamais ça cale et puis... Ok, oui, vas-y. Oui.
Je reviens sur la communication dont tu as fait mention. Ça, c'est un côté. Et si maintenant, toi, comme chargé de projet, chef de projet, tu as établi tous les systèmes, comment faire en sorte que les équipes qui sont autour de toi, au-delà de tous les mécanismes mis en place, les systèmes pour communiquer, et qu'il n'y a pas un retour de ces côtés-là, comment arriver à surmonter ça? L'autre question, c'est lors de l'exécution, il y a toujours ce problème de timing. Peut-être la planification peut être bonne, mais la mise en œuvre pose problème lié à un problème externe à toi comme chargé de projet. Comment tu arrives à t'y prendre pour éviter cela? Ok. La première question concerne donc si tu as mis sur pied un système de communication et que Oui. les retours ne sont pas favorables, tu envoies des emails, les gens ne répondent pas, tu as même un chargé de communication qui ne fait pas ce que tu lui dis, bon, il faut publier les choses sur le site web, elle ne publie pas et tout. Donc, je pense que Ouais. dans une organisation, il y a des procédures. OK? Ouais. Il y a des procédures dans une organisation. Et pour une organisation qui fonctionne normalement, si il y a eu des emails qui ont été envoyés à une équipe ou à des collègues et qui ne répondent pas, la première étape, c'est toujours de planifier une réunion face à face pour essayer de comprendre est-ce que c'est parce que le collègue a des difficultés, est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas peut-être à manipuler le système, est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à utiliser la plateforme que vous utilisez pour communiquer. Bref, la première chose, c'est d'abord de voir comment vous allez. C'est pour ça qu'on parle de développement de l'équipe. Hein. Au-delà de manager l'équipe, il y a le développement de l'équipe. Vous pouvez arriver à un moment où vous réalisez que les équipes ont des difficultés. Vous aviez des outils qui ont été proposés pour faire X, Y. Les gens n'arrivent pas à le faire. Et ça va faire qu'ils vont prendre trop de temps. Peut-être qu'ils vont répondre aux mails, mais ils vont prendre trop de temps pour pouvoir répondre soit à une préoccupation que vous avez posée, soit à un message que vous avez envoyé. Donc là, avec une réunion qui peut se faire de manière formelle dans les réunions d'évaluation, en anglais qu'on appelle appraisal, ou dans des réunions informelles que vous, en tant que chef de projet, vous pouvez convoquer. OK? Et si, après ces réunions, il n'y a pas toujours une amélioration, vous allez passer aux procédures disciplinaires qui sont prévues par l'organisation pour laquelle vous travaillez, quoi. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Normalement, les gens doivent pouvoir communiquer dans un projet. La difficulté arrive souvent et où on n'a pas souvent une forte manœuvre, c'est les acteurs extérieurs. Parce que parmi les parties prenantes, il y a certes votre équipe, mais il y a surtout beaucoup d'autres acteurs. Par exemple, dans beaucoup de projets que nous avons, il y a les agents de l'État qui font partie des parties prenantes. On a parfois des consultants. Hein. On a eu des cas de consultants qui viennent, ils vont par exemple faire sur le terrain, ils collectent les données, après ils disparaissent. Après même peut-être vous aviez l'obligation selon le bailleur de transférer l'argent avant le temps, vous lui avez envoyé l'argent avant le temps en lui faisant confiance qu'il va vous donner le rapport. Il disparaît. Vous envoyez email, il ne répond pas. Tout. Donc, avec les acteurs extérieurs, parfois c'est très très difficile à gérer. C'est très 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 compliqué. Et là, c'est vraiment votre capacité de leadership, votre capacité de management, votre capacité de savoir comment utiliser des relations. Hein. On a eu un cas, par exemple, où un professeur qui était mobilisé pour faire une consultance dans notre projet a disparu, comme ça, il ne répondait plus. Bon, nous avons utilisé un peu les connaissances, tout ça, pour lui mettre la pression, pour qu'il revienne, il nous revienne et il a fini par rembourser, par exemple, c'est vrai que ça a fait, pour le projet, ça a fait un retard, mais il avait pu rembourser l'argent qu'il avait fait dépenser au projet.
parce qu'on avait pris des dispositions pour pouvoir lui mettre un peu de la pression et tout ça. Donc, ça, c'est un aspect qui est beaucoup plus difficile, et ça, c'est votre leadership en tant que chef de projet, en tant que votre capacité à mobiliser les hommes, votre capacité à motiver des personnes, à faire en sorte que les agents de l'État qui travaillent avec vous se sentent motivés, engagés, déterminés à contribuer à la réussite de votre projet, quoi. OK? Donc ça, c'est pour la première question qui concerne la communication. La communication interne, les procédures de l'organisation permettent de gérer. La communication externe, ça ne dépend pas beaucoup de vous, mais il y a aussi, je veux dire, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de vous, mais les facteurs qui dépendent de vous, c'est votre leadership, c'est votre capacité à pouvoir faire en sorte que les parties prenantes puissent rester informées, rester bien comprendre leur rôle, bien comprendre ce qui est attendu d'eux, et créer des conditions pour qu'ils puissent s'exprimer convenablement. Parce que quand vous avez des parties prenantes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de rôle, vous leur envoyez un email et puis ils risquent de ne pas d'avoir une motivation pour y répondre. Les retards dans la mise en œuvre. Oui, les retards, on peut les connaître, mais et c'est pour ça que justement, vous devez avoir des processus, des outils et des méthodes qui sont disponibles pour que vous puissiez déjà voir que là, je suis en train de prendre un retard. Et si je suis en train de prendre un retard, je dois prendre des dispositions pour pouvoir redresser la barre. OK? Parce que si un projet qui était prévu pour une certaine période commence à durer plus longtemps, vous allez avoir un problème avec les coûts. Parce que plus ça dure, plus vous devez pas payer. Par exemple, si je prends un exemple, si vous aviez un projet qui devait faire 2 ans, on a budgétisé les salaires des équipes pour 2 ans. Si à un moment, il faut le faire pour 2 ans et demi, papa, et ça veut dire qu'il faut trouver d'autres. Donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, dans l'exécution, on ne revient plus sur les coûts, sur la durée et sur le périmètre. Ça, c'est des choses qui sont déjà établies. Et maintenant, vous devez seulement contrôler, gérer ça. Et ça fait que c'est pour ça que chaque fois, vous devez toujours de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, de manière trimestrielle, vous assurer que est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne, est-ce qu'on est en train de respecter les coûts, le budget qui était prévu, est-ce qu'on est en train de respecter le temps qui était prévu, est-ce qu'on est en train de respecter le périmètre qui était prévu. Et si vous n'êtes pas en train de le faire, vous devez recourir vers le bailleur ou vers le financier pour qu'il vous accorde de rechanger. Hein, on a eu des projets où parfois on a réorganisé le budget pour peut-être ajouter plus de temps ou pour changer même de périmètre. Au lieu de travailler dans telle communauté ou dans telle zone, on repart dans... Mais ça demande que vous reveniez à la planification. Donc, vous allez revenir ici, reprendre les documents de planification pour dire, OK, on avait prévu qu'on va faire ça en 2 ans, mais parce qu'il y a eu tel facteur, on propose ceci, cela, et puis vous renvoyez ça chez le bailleur et lui, il valide et puis vous mettez en œuvre. Donc, à ce niveau-là, il faut, comme chef de projet, vous devez être très, très, très rigoureux sur le respect de ces 3 facteurs-là. Le périmètre, le coût et la durée. Vous devez être vraiment contrôler ça avec beaucoup de rigueur. OK? Merci. OK. C'est clair. Merci, Georges. Autre question? Oui, j'étais Mitterrand. Bonjour tout le monde, c'est Dani. Hein? Bonjour, Dani. Oui, Dani. Oui. Bon, moi, vous allez m'excuser, je viens de vous rejoindre un peu en retard. Malgré cela, j'ai quelques préoccupations. OK. La première, c'est par rapport à la note conceptuelle. OK. Je vous ai suivi, vous étiez en train de parler sur la note conceptuelle. Alors, je voudrais un peu comprendre, parce que est-ce qu'il y a des notes, bon, cela dépend aussi d'un bailleur à un autre. Est-ce que la note conceptuelle, là, c'est
C'est ça, le document du projet, ou alors c'est un document à part entière. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à la phase de planification c'est là où vous avez parlé sur la gestion de la qualité. Et là, je prends l'exemple je parle par rapport aux parties prenantes. Vous nous avez dit, vous venez de nous dire que les parties prenantes, nous en avons plusieurs. Il y a les IN qui n'ont que besoin d'informations, les autres qui doivent, n'est-ce pas, être actifs dans les cadres du projet. Oui, dans la mise en œuvre. Alors, là, je ne sais pas. Est-ce que, bon, moi, quand je compare du concept même, partie prenante, je compare que c'est quelqu'un qui doit bénéficier, donc qui a un intérêt à ces projets, et aussi qui doit contribuer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il doit donner, il a aussi à donner au projet. Alors, si, par exemple, comme vous avez dit là, que les parties prenantes qui n'ont que besoin d'informations, bon, moi, à mon avis, je trouve que il y a d'autres parties prenantes qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas trop actifs, mais qui n'ont qu'à recevoir du projet, peut-être l'information. Peut-être là, vous allez m'aider à mieux comprendre qui sont ces catégories de parties prenantes qui n'ont que besoin d'informations et qui n'ont pas un rôle à jouer comme partie prenante. Et aussi, nous avons aussi également des difficultés par rapport à différentes parties prenantes. Vous savez très bien que dans la mise en œuvre du projet, la question des parties prenantes, c'est une question cruciale. Il faut vraiment tout celui qui doit, n'est-ce pas, contribuer à la réussite du projet, on doit vraiment l'associer dans la mise en œuvre du projet. Et il arrive des fois que les autres parties prenantes, vous les associez, ils refusent. Et aussi, donc, vous faites tout à votre niveau. Vraiment, il n'est pas d'accord avec vous. Et ça peut arriver même à bloquer les activités à un moment donné. Donc, nous avons connu des cas comme ça. Donc, ça peut bloquer les activités à un moment donné jusqu'à ce que, bon, il fallait voir d'autres mécanismes, n'est-ce pas, pour aller les faire montrer l'importance du projet afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, accepter la collaboration. Ça, c'est aussi une autre préoccupation. Bon, une autre préoccupation aussi, c'est par rapport au mécanisme de monitoring. Le monitoring dans le cadre du projet, c'est aussi une étape importante. À mon avis, je ne sais pas à quelles les conséquences qu'ils peuvent avoir lorsque ces mécanismes-là de suivi n'est pas très développé dans un cadre d'un projet. Qu'est-ce qu'il faut vraiment? Et quand vous constatez que, par exemple, je donne un exemple, je dois être un peu concret avec ça. Okay. Par exemple, il y a les équipes qui sont sur le terrain. À un certain temps, ils ont mené plusieurs activités. Bon, vous avez les rapports, mais cela demande à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, être aussi sur le terrain pour pouvoir s'assurer que les informations réussies sont les vraies informations, ou alors le travail qui a été fait, elle a été faite par rapport à la planification. Et aussi, bon, ça aussi pour s'assurer de la qualité du travail. Alors, si ce mécanisme-là n'est pas très développé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà un peu les préoccupations que j'ai par rapport à votre intervention. Ok, Dani, vraiment merci pour toutes ces questions. Je vais commencer par la note de concept qui est souvent présentée ici dans le cours que nous sommes en train de voir comme le Project Charter. Ok? Donc, la note ou la note conceptuelle, la note de concept, ce n'est pas encore le projet, c'est l'idée. Vous avez l'idée, vous envoyez ça à un bailleur. En général, il y a un type, c'est vrai, comme vous avez dit, il y a plusieurs types de bailleurs, mais quel que soit le type de bailleur, la note concept ne peut pas être en fait, c'est un document
Si vous le mettez en A3, en A4, pardon, c'est 3-4 pages maximum. Il y en a même qui vous disent 2 pages, ça suffit. Donc, vous lui dites par exemple que je voudrais accompagner, vous mettez un peu le contexte de là où vous voulez travailler, vous expliquez pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir faire le travail que vous voulez faire, et vous dites, pour le faire, je veux pouvoir cibler telle zone de la RDC, telle zone de la RDC ou du Cameroun ou du Congo, et je veux pouvoir le faire pendant tel nombre de temps, et j'aurai besoin approximativement de tel montant. OK? Et ensuite, vous envoyez dans ce document. Quand il reçoit ce document, il analyse et puis il peut vous dire maintenant, OK, l'idée m'intéresse. Comme bailleur de fonds, l'idée m'intéresse. Et dans une entreprise on va dire, commerciale, c'est le même principe. Donc, quand vous mettez une idée, le patron ou le responsable de la structure, le CEO, va dire, OK, c'est une idée qui me semble géniale, elle peut nous aider à produire du bénéfice ou à générer de la richesse. Donc, vous pouvez maintenant passer à la phase suivante. Donc, il analyse votre document et vous dit, passez à la phase suivante. Ce n'est qu'à la phase de planification maintenant que vous allez développer. Quand on dit planification ici, c'est de développer dans tout votre projet. Comme vous allez voir ici, vous allez développer le plan de gestion, comment vous allez gérer le projet. Vous regardez, j'espère que mon écran a changé, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez l'architecture des domaines de gestion de projet. Vous voyez? Oui, nous voyons. OK. Donc, vous voyez par exemple ici. Donc, quand il a validé un autre concept, tu dois maintenant faire la planification de ton projet. Et je me rappelle, pour certaines, on fait parfois même un atelier ou plusieurs ateliers pour arriver surtout pour les projets qui sont, plus le projet est grand, plus ça va prendre aussi beaucoup de moyens il y a même, je me rappelle, le projet PES que nous sommes en train de préparer actuellement que nous avons reçu de CAFI avec RFN et RFUK. Il y a eu, je crois qu'on avait pris 2 consultants qui nous ont accompagnés et qui ont coûté plus de 30 000 $ pour juste nous accompagner à développer la planification du projet. Vous voyez un peu. Donc, tout ce travail de planification, tous ces outils qui sont là, tous ces processus, qui sont là dans la phase de planification, vous devez pouvoir le faire. Et maintenant, quand vous le faites, vous envoyez le résultat de votre planification au bailleur. Le bailleur l'analyse et valide. Maintenant, quand le document est validé, ou les documents, parce que c'est tous ces documents, quand c'est validé, il vous donne donc l'autorisation de pouvoir exécuter le projet. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, notre concept, ce n'est pas encore le projet, c'est l'idée de projet. Notre concept conceptuel, c'est l'idée. Et maintenant, quand l'idée est validée, c'est là où maintenant, dans la planification, vous développez le projet en lui-même. Deuxième question par rapport à la notion de responsable, la gestion des parties prenantes. La gestion des parties prenantes. Oui, il y a cette matrice qu'on appelle la matrice RECI. RECI veut dire responsable, accountable, à consulter et informer. Donc, les personnes qui sont responsables dans le projet, qui sont les personnes qui sont comme les propriétaires ou qui sont comme les personnes qui ont, en général, les accountable, c'est le bailleur, c'est la personne qui a intérêt à ce que ça puisse se faire. Et puis, vous avez les personnes à consulter et puis vous avez les personnes qui doivent être maintenues informées. Donc, vous devez toujours, dans la phase de planification, on développe ce qu'on appelle la matrice RECI. Et dans la matrice RECI, vous indiquez par exemple toutes les parties prenantes que vous aviez identifiées là, quels sont ceux qui seront responsables de telle ou telle activité du projet. Quels sont ceux qui vont être consultés et quels sont ceux qui vont être informés régulièrement.
Et sur la base de cela, vous développez donc un plan de communication qui va vous aider à maintenir les personnes qui sont responsables, par exemple, et la plupart des personnes qui vont être responsables de vos activités, ce sont les membres de votre équipe ou de votre organisation. Hein? Il peut y avoir des personnes dans votre organisation qui vont être responsables ou peut-être d'autres organisations qui font partie d'un consortium que vous avez mis en œuvre pour mettre en œuvre le projet. Donc, vous les indiquez. Les personnes qui vont être consultées, ça peut être les autorités locales, ça peut être les communautés voisines, ça peut être... Ça, c'est les personnes qui vont être consultées. Et vous devez, et ça, il faut le reconnaître, hein, en général, beaucoup de projets ne développent pas un plan de communication solide pour maintenir toutes ces parties prenantes dans ce qu'ils ont droit. Donc, par exemple, les parties prenantes qui vont être consultées, parfois on ne les consulte pas. Parfois on ne les consulte pas. Et quand vous ne consultez pas une partie prenante qui devait être consultée, si c'est une partie prenante qui est influente, elle peut faire dévier votre projet. On a eu par exemple, vous avez des communautés qui ont leurs membres qui vivent en ville. Comme projet, peut-être parce que vous n'avez pas de moyens, parce que vous avez des raisons, vous avez vos raisons que vous donnez. Vous dites non, nous on ne va pas consulter les membres de la communauté qui sont à l'extérieur du projet, à l'extérieur du village. Papa, si ces membres sont influents, ils vont retarder ou même stopper. Et on a eu des cas où ils ont même stoppé votre projet parce qu'ils n'avaient pas été consultés. Donc, il faut reconnaître que parfois ces blocages sont dus à nos insuffisances. On peut justifier par le manque de moyens, mais ce sont des insuffisances. Donc, il faut que votre plan de communication que vous allez mettre en œuvre puisse aider à maintenir les personnes qui sont responsables, ceux qui sont accountable, ceux qui doivent être consultés, et ceux qui doivent être informés. J'ai eu des projets, on a eu des projets où le projet se met en œuvre pendant des années, mais on n'a même pas une publication dans un journal qui dit que le projet est en train de faire ceci ou cela. On fait beaucoup de choses, les communautés ne sont pas au courant, on n'a pas vous avez des projets où on fait beaucoup de choses à Kinshasa sur le projet, les communautés qui sont à Lokole là où, non, on n'a pas mis sur pied un système qui permet, par exemple, qu'ils soient informés de comment le projet évolue. On a des projets, par exemple, où vous devez avoir un newsletter, un petit document qui permet de résumer à chaque fois ce qui est en train d'être fait dans le projet. Et on partage à tous les acteurs du projet, même les communautés. Là, ça permet que tout le monde soit informé. Mais si vous n'avez pas des outils comme ça qui sont mis en œuvre, les gens vont, à un moment, apprendre certaines choses, réagir, et ça va créer des problèmes. Donc, il ne faut pas partir du principe que les choses que vous avez toujours fait, vous les avez toujours bien fait. Ici, nous sommes en train de vraiment d'apprendre la gestion le modèle selon PMI, Project Management Institute, l'Institut de gestion de projet. Selon l'Institut de gestion de projet, c'est ainsi qu'on doit pouvoir gérer un projet pour qu'il puisse réussir. Si vous ne le faites pas ainsi, vous allez probablement avoir des problèmes ou alors votre projet, à un moment, ne va pas réussir. OK? Donc, c'est très important de noter ça. J'ai laissé mon chargeur là. OK? Donc, c'est un peu ça. Je vais demander comment on porte le chargeur. OK? Donc, c'est un peu ça. Pour l'autre question que tu as posée par rapport au monitoring voilà, par rapport au suivi. Hein? On t'envoie un rapport, tu reçois le rapport, tu ne sais pas voir la qualité. Non, on parle de monitoring et contrôle. On va le voir dans les étapes. Il y a des outils que vous devez avoir, il y a des méthodes que vous devez mettre en place, il y a des processus que vous devez mettre en place dans un projet pour que lorsque l'exécution du projet est faite,
non seulement on fait le monitoring, ça dit que le monitoring, c'est quoi? C'est qu'on t'envoie les rapports régulièrement, que tu aies le rapport pour voir si l'activité a été faite. Mais il faut qu'il y ait le contrôle. Hein? Par exemple, on a des projets où, après 3 mois, je visite le terrain, c'est prévu. Et quand je visite le terrain, je dois avoir des outils qui me permettent de voir est-ce que les rapports que j'avais reçus correspondent à ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc, le monitoring, le suivi, hein, et c'est ça le problème. On a eu des gens, ils sont en train de suivre un projet et ils se contentent de recevoir les rapports. Il n'y a aucun processus qui est mis en place, il n'y a aucune méthodologie qui est mise en place pour s'assurer qu'il y a également le contrôle, mais aussi pour évaluer la qualité. Parce qu'on peut contrôler, oui, l'activité a été faite, mais est-ce que le but a été atteint? Est-ce que l'impact a été est-ce que les livrables? On a fait une réunion, on disait que c'était pour former les membres d'une mutuelle de solidarité sur l'utilisation de nouvelles techniques agricoles. Mais est-ce que les gens sont en train d'appliquer la technique? Et il faut que vous ayez un processus qui va vous permettre d'aller voir si la qualité de la formation a créé le changement qui était désiré, qui était que l'on voulait atteindre en mettant en œuvre cette activité-là. Et malheureusement, beaucoup de projets parfois se contentent de juste regarder si est-ce que le projet a été exécuté, est-ce que les activités ont été faites. Et puis, il n'y a aucune méthodologie, aucun processus qui est en place pour contrôler la qualité. Vous voyez, c'est prévu là. Le contrôle de la qualité, c'est prévu. Et il faut qu'il y ait des méthodes, il faut qu'il y ait un processus qui est en place pour pouvoir le faire. OK? Donc, on va avancer sur la dernière vidéo. On a presque fait 1 heure déjà sur la gestion de projet. Donc, la dernière vidéo parlait du concept de gestion de projet. OK? Et il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais que vous puissiez garder ici. C'est le concept de projet. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet il nous a dit qu'un projet est caractérisé par 5 éléments. Le premier élément, c'est les objectifs. Et les objectifs, ça peut être de créer un produit ou un service qui est unique. Par exemple, digitaliser, améliorer, transformer, faire évoluer une situation. Et donc, l'objectif, c'est toujours de partir d'un point A, as is, vers un point B qui est to be. On veut partir d'une situation où, par exemple, il n'y a pas d'entreprise communautaire dans une CFCL, mais une situation où on aura des entreprises communautaires qui sont viables. Donc, c'est ça l'objectif. Les phases. Maintenant, quelles sont les phases qu'on va suivre? Initier, planifier, exécuter, surveiller, contrôler, clôturer. C'est ça les phases. Ensuite, on a des équipes. Donc, dans un projet, on a des équipes. Des individus avec des compétences, avec une identité, avec une culture, avec une expérience. Il faut les aligner, il faut les motiver, il faut les orienter. Et les équipes comment ils vont pouvoir cascader les objectifs, les tâches, les responsabilités pour que vous puissiez avoir de la performance au bout. OK? Et puis, les livrables. Donc, dans un projet, on a aussi les livrables. Qu'est-ce que le projet? Dans les livrables, vous avez non seulement les activités qui vont être menées, vous avez les responsabilités, mais vous devez aussi avoir tout cela qui est organisé sous forme il y a un certain nombre de documents ou un certain nombre de méthodologies et d'outils que vous utilisez pour organiser les livrables de manière à pouvoir atteindre ce résultat que vous êtes en train de chercher. Donc, c'est ça le concept de projet, concept de projet. Donc, c'était le premier, nous devons maîtriser. Un projet, c'est 5 phases, c'est ces 5 éléments, pardon, objectif, phase, équipe, et puis livrable. Et en plus des projets, nous avons des work packages ou des paquets d'activités. OK? Et lorsque on met plusieurs projets ensemble,
on obtient ce qu'on appelle un programme. Un programme est composé de multiples projets qui sont interconnectés. Et dans un projet, on a plusieurs groupes de travail. Vous groupez, vous mettez un certain nombre. Donc, quand je prends par exemple un projet où on accompagne les communautés dans la foresterie communautaire, vous groupez toutes les activités qui vont de la sensibilisation jusqu'à la demande, jusqu'au dépôt de la demande. Ça, c'est un groupe d'activités. Après, vous aurez un groupe d'activités qui va aller de la sensibilisation encore des communautés jusqu'à ce que leur plan simple de gestion soit prêt. Ensuite, vous aurez encore un autre groupe d'activités. Donc, dans un projet, on a des groupes d'activités comme ça que l'on met ensemble. OK? Et puis, ensuite, vous avez ce qu'on appelle les portfolios. Un portfolio est composé de multiples programmes qui sont interconnectés. OK? Donc, voilà un peu les concepts clés que nous devons retenir dans ce chapitre prérequis sur la gestion de projet. Et il y a également le concept de project check. Donc, un outil ou une méthodologie qui nous permet de vérifier si nous avons affaire à un projet ou pas. Parce que parfois, on n'a pas affaire à un projet. On peut avoir affaire simplement à une activité qui est en train d'être faite de manière routinière. Peut-être quand vous avez, par exemple, dans une usine, on est en train de produire les gobelets de manière continue. Ce ne sont plus des projets. On est simplement en train de mettre en œuvre le protocole et puis on est en train de le produire. La première fois, c'était un projet, mais dès on a fini le projet, maintenant il devient simplement une tâche que l'on accomplit régulièrement. Donc, le project check vous permet de voir ce que j'ai en face. Et on utilise souvent le project check lorsque, par exemple, vous êtes recruté pour faire un travail ou bien vous vous retrouvez, vous devez pouvoir mener un certain nombre de travail comme chef de projet. Vous devez utiliser cet outil. La première question, c'est est-ce que j'ai les objectifs qui sont clairs? Est-ce que j'ai des phases? Est-ce que j'ai des équipes? Est-ce que j'ai des livrables dans ceci? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées, un certain nombre de tâches, un certain nombre d'activités, un certain nombre de groupes d'activités? Donc, c'est ça le project check. Et puis, il y a un template, un modèle que nous allons voir plus tard, qu'on utilise pour pouvoir faire ce project check. OK? Et pour finir, donc, il y a le concept de gestion ou de pilotage de projet. Donc, lorsque vous êtes en train de gérer le projet, comme je l'ai dit, il y a les trois facteurs, la qualité, le coût et le temps, qui doivent être, c'est des éléments que ça ne devrait pas changer. Vous devez pouvoir, si ça doit changer, il faut que le bailleur ou que le financier puisse se prononcer. Mais vous devez pouvoir donc gérer au fil du temps en utilisant votre leadership, en utilisant vos capacités, vous devez pouvoir gérer les phases de la mise en œuvre de votre projet pour créer de la performance au fil du temps, créer de la performance en vous assurant que vous respectez la qualité qui était désirée au début, que vous respectez le coût qui était établi au début et que le temps qui était prévu pour votre projet est en train d'être respecté. Donc, c'est ça la gestion de projet. Le concept quand on dit vous êtes un chef de projet, vous êtes un gestionnaire de projet, en fait, vous êtes quelqu'un qui assurait cette balance de vous assurer que les risques ne viennent pas faire dérailler votre projet. Vous n'êtes pas en train de dépasser les coûts qui étaient prévus, vous n'êtes pas en train de dépasser le temps qui était prévu, vous n'êtes pas en train d'aller au-delà du temps qui était prévu, vous n'êtes pas en train de faire des choses qui sortent de la qualité, le niveau de qualité qui était désiré. Comme je dis, vous pouvez faire une activité, mais vous deviez former les gens à pouvoir créer une coopérative, mais à la fin, les gens n'ont aucune capacité de pouvoir créer la coopérative. Ça veut dire que la qualité vous n'avez pas atteint ce niveau de qualité qui était désiré, qui était que
les gens puissent être capables de créer et de gérer une coopérative. Donc tout cela doit être maintenu et c'est votre rôle comme chef de projet qui vous permet de pouvoir le faire. Donc voilà un peu pour ce qui est de la gestion de projet. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne passe au deuxième élément qui est le cours sur l'anglais? Si vous avez des questions, vous prenez la parole et puis vous posez votre question. Bonjour, j'étais Mitterrand. Oui, Mitterrand. Par rapport, merci beaucoup pour votre présentation, mais je n'ai pas saisi juste un élément. Quand vous parliez de la partie D sur l'architecture des domaines, les mots requis pour nommer un ensemble des programmes que l'on peut gérer, je n'avais pas bien saisi. Et puis, je voulais revenir un peu en haut par rapport à la première architecture. Si sur le terrain, par exemple, vous avez un problème de la planification à l'exécution d'un projet, un problème de communication et de coordination d'équipes, par exemple, les équipes de finance et les équipes terrain, les techniciens terrain, qui des fois ne tiennent pas compte. Je prends un exemple d'un projet de plantation d'acacia. Là, on a un calendrier agricole qui est très bien établi, mais j'ai comme l'impression que les gens qui sont à la finance, s'il faut juste être derrière tous les protocoles ou les politiques de l'organisation établie, ils ne respectent pas des fois les calendriers sur le terrain. Par exemple, s'il faut qu'on fasse les achats des semences, on fait un appel d'offres, ça prend du temps. Ce temps qui est écoulé ne sera peut-être plus rattrapé par rapport au respect du calendrier agricole. En tant que manager de projet, comment communiquer à l'interne avec le financier et les équipes terrain pour qu'on ait quand même les résultats satisfaisants? Merci. Ok, Mitterrand, je vais commencer par cette question, la dernière question. Et ça, c'est au niveau ça nous renvoie ici, au niveau de la planification. Tu vois, ici, Oui. on a parlé regarde ici, on a dit, il faut planifier, plan, schedule management, define activities, sequence activities, estimate activities et develop schedule. Donc, développe ton programme. Donc, ici, c'est quoi? Et ça, je te le dis, beaucoup de projets, on ne le fait pas. Pour éviter cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que, lorsque vous êtes en train de faire la planification, vous définissez toutes les activités qui vont être réalisées, toutes les actions qui vont être menées. OK? On va faire des achats. Donc, on a prévu, par exemple, qu'on va accompagner les gens pour pouvoir créer des plantations d'acacia et tout ça. Pour créer une plantation d'acacia, il faut que les gens aient des semences. Pour pouvoir avoir des semences, il faut qu'on mette une pépinière en place. Pour mettre une pépinière en place, il faut que l'on ait un certain nombre d'outils. Pour qu'on ait ces outils-là, il faut que l'on les achète. Pour les acheter, il faut qu'on lance un appel d'offres parce que tout ce que nous avons à faire dans ce projet, ça va dépasser $5,000 et il faut un appel d'offres, ainsi de suite. Donc, dans la planification, tu dois déjà prévoir. Donc, il faut que je prévoie que je vais lancer l'appel d'offres à un moment, à tel moment, et ça va prendre tel nombre de temps pour que je sélectionne un fournisseur et ensuite que le fournisseur puisse fournir et qu'on puisse mettre en place la pépinière. Donc, tout cela, lorsqu'on fait la séquentialisation des activités, vous devez pouvoir établir cela. Et la planification, malheureusement, dans certaines structures, on ne le fait pas. Une bonne planification se fait avec les financiers. Les financiers ne doivent pas venir à la fin juste mettre en œuvre. Et puis, tu vas voir que quand vous avez un projet qui a été validé avant qu'on ne recrute des équipes, vous devez refaire la planification. Vous devez faire une planification qui tient compte des réalités. Et c'est ça qui va vous permettre de voir que non, papa, cette année, pour la campagne A, nous ne pourrions pas planter 10 hectares. On ne peut planter que 5 hectares parce que les moyens que nous avons, le temps que nous avons et la qualité que nous voulons avoir ne peut pas nous permettre d'aller à tel rythme. OK? Et vous établissez votre rythme sur la base des moyens que vous avez, sur la base du temps que vous avez et sur la base de la qualité que vous voulez avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est
qui est fait dans la planification. OK? Donc, mais maintenant, Oui. quand on est déjà dans la mise en œuvre et que la planification n'avait pas été bien faite, OK? Ou alors les gens n'ont pas une bonne compréhension de la gestion de projet parce que très peu de personnes n'ont pas cette formation que vous êtes en train d'avoir. Les gens font la gestion de projet, mais ils font un peu du cafouillage. Et je reconnais, hein, moi-même, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années avant de pouvoir découvrir ces formations que j'ai fait plusieurs fois, donc je suis en train de reprendre. Donc, parfois, c'est du cafouillage qu'on fait au début. Et c'est après qu'on se rend compte que non, oh, quand on fait une telle formation, on se comprend, ah, je comprends pourquoi il y avait eu des ordres, parce que pourquoi on ne s'entendait pas avec les financiers, parce que pendant que lui, il dit qu'il faut respecter. Parce que quand on dit par exemple qu'il faut respecter tel nombre de jours avant de pouvoir faire telle chose, mais normalement, c'est avec nous, avec moi comme chef de projet, qu'on devrait arrêter ça. Tu vois, avec le financier. Ce n'est pas le financier qui doit m'imposer ça. C'est quelque chose que nous devons concevoir ensemble dans notre projet et en tenant compte des standards que notre organisation impose. Donc, ça fera que on ne va pas se dire non, on va planter 10 hectares hein, avec 3000 communautés. Non. Est-ce que vous avez les moyens que vous avez vous permettent de le faire? Est-ce que la séquentialisation des activités, les contraintes qui sont liées au contexte dans lequel vous travaillez va vous permettre de le faire? La réponse, c'est non. Et vous devez pouvoir donc avoir une planification qui tienne compte de toutes ces réalités-là pour qu'à l'exécution, vous n'ayez pas ce genre de problème. OK? Oui, oui. Maintenant, l'autre question que tu avais par rapport à portfolio, c'est ça, c'est qu'un ensemble de programmes, donc en général, dans la gestion de projet, on a ces trois-là. Vous avez les projets, OK, qui sont composés de groupes de un certain nombre d'activités, et un ensemble de projets, plusieurs projets constituent un programme. Par exemple, moi je gère un programme à la Rainforest Foundation UK. Et sous ma responsabilité, il y a actuellement 4 projets. Okay? Tous ces projets font partie donc de ce programme que l'on appelle le programme Land and Livelihood. Tu vois un peu? Donc ça, c'est un programme. Et dans le programme, il y a plusieurs projets. Et maintenant, dans le programme que moi je gère, un autre programme qu'un autre collègue, il y a un autre programme que ma collègue Marjolaine gère, il y a un autre programme qu'une autre collègue Kim gère. Tous nos programmes-là font partie d'un portfolio. Parce que nos programmes sont interconnectés. Nos programmes sont interconnectés. Ils font partie donc d'un portfolio qui est maintenant géré par le responsable généralement dans nos organisations, ceux qui gèrent les portfolios, on les appelle les directeurs de programme. Le nom directeur de programme veut dire il dirige plusieurs programmes. En fait, c'est ce que ça veut dire. Parfois, les gens pensent qu'on a juste dit directeur de programme. Non, directeur de programme veut dire c'est quelqu'un qui donne la direction à plusieurs programmes. Et plusieurs programmes qui sont connectés, ce sont les portfolios. C'est vrai que dans les grandes organisations, il peut y avoir plusieurs portfolios parce qu'on a plusieurs groupes de programmes qui sont mis ensemble. Donc, comprenez que portfolio, c'est plusieurs programmes qui sont interconnectés. Et programme, c'est plusieurs projets qui sont interconnectés. Ok, merci beaucoup. En français, c'est portefeuille. Hein? Oui, portefeuille. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Dans ce cours, l'une des choses, comme je l'ai dit, on utilise beaucoup les deux langues et parfois même on se perd. On a même l'impression que le terme n'existe pas en français. Donc, voilà ce que vous devriez avoir maîtrisé en suivant ces 3 vidéos cette semaine. Donc, si vous n'avez pas maîtrisé ça, voilà l'occasion. Cette vidéo, je vais la poster et je vais vous donner l'occasion de pouvoir y accéder. Vous pourrez resuivre et si vous avez des questions, posez-les sur la plateforme, discutons-en et ça va vous permettre de pouvoir avancer dans votre formation sur la gestion de projet. OK? Donc, je propose que nous puissions passer au deuxième élément de cette formation qui est la leçon 3
sur l'anglais professionnel. Et cette semaine, je nous avais encouragé de revenir sur la leçon 3 parce que on n'évoluait pas de manière, en fait, on n'avalait pas au même niveau tous ensemble. Donc, en revenant, je crois qu'on était allé jusqu'à la leçon 5, mais je me suis dit, certains étaient en retard et tout ça, pour que toute la cohorte évolue ensemble, je me suis dit, revenons à la leçon 3. Et le défi de cette semaine, c'était quelque chose que nous avons déjà eu à faire et que j'aurais voulu que tout le monde puisse être capable de le faire. Et je vais donc nous passer la parole maintenant. Je voudrais que 2 personnes se prononcent et que nous puissions avoir ce dialogue. Donc, tu prends la parole, tu salues quelqu'un, la personne répond et dit quelque chose et vous échangez quelques phrases. Après, tu demandes son nom et puis tu lui demandes d'épeler son nom et après, vous vous dites au revoir. Donc, c'est ça que je voudrais que nous puissions faire maintenant. Donc, 2 volontaires. Est-ce que quelqu'un peut se prononcer? Est-ce qu'il y a un volontaire? Qui est volontaire? Vous pouvez parler si vous êtes volontaire. Oui, moi, Georges. Ok, on a Georges. Georges va parler avec qui? Qui est volontaire? Je peux aussi essayer, quoi. Ok, c'est Benjamin. Voilà. Donc, Benjamin et Georges, vous avez la parole pour pouvoir faire ce challenge de la semaine. À vous la parole. Pardon, j'étais petit récapitulatif. Tu disais l'exercice consiste à... Donc, tu vas prendre la parole, tu vas te présenter. La première personne qui prend la parole va saluer la personne, se présenter, et puis vous allez échanger. Par exemple, dire je suis en fin de semaine et je me sens fatigué, ou bien vraiment cette semaine était une très bonne semaine, j'ai eu beaucoup d'activités, et ensuite vous allez demander mais quel est ton nom? Et puis demander à la personne d'épeler son nom. Et puis aussi, l'autre personne va aussi demander à l'autre d'épeler son nom. Et quand vous aurez fini d'épeler vos noms, vous vous dites au revoir et vous vous séparez. OK. Let's start. Thank you. Okay, let's go on. Yeah. Hello, Benjamin. Hello, Dia. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. How was your week? I had a charged week with a lot of activities, very tired, but yes, it's passed. Okay. And how was yours? Yeah, I had a lovely week because I finished my annual report. Okay. And I shared it to my supervisor. So I had also many meetings with my colleague. We finished our project. We did actually a new project, and we finished the first part. In the first part. Yeah. Okay, very excited. We met last two months ago, but we didn't have time to talk a lot and know each other. Please, can you remember me? How can I call you? Okay, my name is George. So my last name is Chachambe. Ah, okay, George Chachambe. You can call me just George. George is.
Okay. Thank you very much, George. Can you please spell your names for me so that I can know how it spells? Yeah. Let me spell my name. George is Georges. So you can tell me also your name, please. Okay, my name is Benjamin Bissimwa, and before you ask me to spell it, let me spell it for you. My name spells Ben Jamin as the first name, and BISIMWA as the second name. Thank you very much, George. Okay, thank you. Nice to meet you. Have a good Nice weekend. to meet you too, my friends, and let us meet in the evening. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Super. That's really good. That's really I good. have a question for Benjamin. Ça, c'est un autre niveau. Yes. Let's. I have a question for Benjamin. Yes. Go on, Blanchard. Benjamin, Bissimwa is a last name or the second name? I don't know. Where is the difference between last name and second name? Very good question. I suppose that I have three names, and I suppose that my last name can be my what we call in French post no. Maybe George can correct me because yes, my complete name is Benjamin Bissimwa Misi. I suppose my first name is Benjamin. My second or middle name, George Thierry Jete can correct me, is Bissimwa, and so my last name can be Hamisi. Is it correct, dear Jete? Yes, I think it's correct. It's your first name is Benjamin. Bissimwa is your post name, and it's Anisi is your last name. Yeah, that's correct. Anyone also have a question for George and Benjamin? Okay, if there is no question, this is really good, and I just wanted to raise your attention on some few elements. The first one, you said Benjamin that you had a charge week. Okay, you said I had a charge week. This is not correct English, but it's okay because you can make yourself, the person that hear that what you said will understand what you are saying. So that's what we're talking about. That you don't need to be perfect in what you are saying, but you can use an expression that allows the person you are talking to understand what you refer to. So this is really good. And also, I wanted to raise George. You say with my colleague. In general, when you talk about people that are working with you, it should always be with an S. So unless you are referring to a single person, so you should really make sure that the S come. We had a good week working with my colleagues. My colleagues. So the S needs to really come out. Okay. Okay. Yes, and another advice I want to give to you guys is, George, you ask him, you can give me your name too. I think you need to put it as a question. So you say, can you also tell me your name, please? Okay, can you?
Can you also tell me your name, please? So putting it as a question. Or what can you, yes, it's good to put it as a question because, you know, it's allow the person to understand that you are also asking his name. Okay? But if not, Okay. all of it was really, and the last remark that I wanted to say is that you say friends. So it's you need to the S at the end of the word. You need to really make sure that when you want it to be when you want to have a plural, the S need to be received clearly. So if you say my friends, it means that you have a lot of people that you are talking to. But if it's just one person, it needs to be my friend. Not and if it's a lot of Yes. people, it's friends. Okay? But if not, it was really great. Really, really good to hear you guys. Can we have a second one before we stop today? Two people to have a dialogue, please. Can we have Blanchard I can try, yes. and who else? Gires. Gires. Okay. Blanchard and Gires. You have the floor. Go on. Good morning. My name is Blanchard Marika. Last week, I didn't have the time to learn my lesson because I was very busy. But this week I am free and I am there to follow my lesson. Hello, Gires. Okay. Morning. How are you? I don't understand. We can't hear Gires. Say good morning, sir. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. How do you do, please? You need Gires, you can open your mic when you are speaking, and when you are not speaking, you close it, please, because it's making a lot of noise. hello, please. Hello. I'm not. Connection is not good. Okay. Go on then. Hello. Yes, hello, Gires. How are you? I'm fine, and you? I'm great, thank you. How was your week? My week. It's very. I'm a very. Je des tâches. I'm not very. No, just speak in English, my brother. Just keep in English. Okay. Many work Okay. this week. Okay. You have many work to do this week. Okay. Yeah, even me, my week was very busy. I had a very busy week, and but I'm very happy to be here this morning. So, what is your name?
uh, the, Can you spell it for us? yeah, you are a I L A. Okay. I can't hear Jires. Yeah, I think the connection is very bad, guys. We need to stop it here, please. Okay. The connection is not that good. Let's stop it here, Blanchard and Gires. Can you close your mic, please? Okay. Yeah. Okay. Thank you for trying. I think it's really good that you guys have tried to do it. But that's the way we need to do it. You know, I will encourage you to call each other and try to speak. Just spend like 5 minutes, 10 minutes, you know, talking to each other and, you know, exercising about, you know, talking about your week, presenting yourself and spelling your name. You know, if everyone can try to do that, it will be very, very good. And we will move to the next lesson. So that's what I had for the English lesson today. So I will now move on to the plan of today. So for next week, I will suggest that we move to the next. When you go to the website, you will see that there is a work package for this week. So if you come here, donc si vous venez ici, donc pour la gestion de projet, on va passer donc le programme de la gestion de projet. Donc je vais mettre déjà le résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui aussi là-bas. Donc nous avons donc fini la semaine la semaine 5. On vient de faire la semaine 5. Donc, nous allons maintenant, cette semaine, faire la semaine 6, qui est le cycle de vie et de performance. Et là, vous avez la leçon sur prérequis, le concept de le cycle de gestion de projet, Project Life Cycle, prérequis, la performance, PM, l'agilité et la gestion de projet. Donc, vous suivez ces vidéos-là pour cette semaine. Et je vous encourage aussi à préparer un petit résumé pour vous-même, ça va faciliter le partage entre nous la semaine prochaine. Je voudrais que ce soit beaucoup plus interactif. Et pour l'anglais, cette semaine, nous allons, apprentissage de l'anglais, nous allons passer à la leçon 4. Ok? Attends, ça c'est 3. Leçon 4. Donc, vous avez la leçon 4. Les orientations sont là. Donc, c'est... Et chaque jour, vous prenez 15 minutes. Le premier jour, c'est dompter l'environnement avec D6. Désigner avec assurance ce qui est à portée de la main. Donc, étudier la section 1. Donc, vous rentrez dans votre document, leçon 4. Donc, vous avez les différentes sections qui sont là. Donc, la section 1, désigner un objet D6, c'est voici. Pour montrer un objet qui est près de vous, on utilise la structure D6A ou bien D6 my. D6 est phone, ok? C'est un téléphone. D6 est key. D6 est book. D6 est bag. Et puis, vous avez
les exemples qui sont là en bas. This is a passport, this is a ticket, this is a map, this is a suitcase, this is a watch, this is a wallet, this is a computer, this is a camera, this is a pen, this is a tablet, this is a coffee, this is a tea, this is a sandwich, a menu, a salad. OK? Ensuite, vous allez passer. Donc, si je reviens le mardi, c'est I have. Déclarer ces documents et outils professionnels sans hésitation. Lisez les listes des exemples de la section 2. Donc, si je repars ici, donc on a la section, donc ça c'était la section, bon ça c'était la section 1, je n'ai pas fini tout à l'heure. Donc, vous avez tout ça pour ça c'est le lundi, hein, la section 1. OK? Donc, c'est vraiment ça qui vous permet de pouvoir avancer. Maintenant, vous avez I have, I am. OK, on explique, on vous donne le cours. Et puis maintenant, on dit I have, j'ai un passeport. I have un téléphone, j'ai un téléphone. I have a telephone. I have a ticket. I have a question. I have a problem. OK? Décrivez avec les couleurs de base. Red, blue, green. Donc, les orientations sont là pour chaque jour, exprimer les possessions. Mercredi, c'est l'inversion. Bon, les couleurs dont je voulais parler sur l'inversion des couleurs. Entraîner le cerveau à placer la couleur avant l'objet. Apprenez les 6 couleurs de base, red, blue, green, yellow, black, white. Faites la partie A de l'exercice d'application. Bref, ce document vous donne les orientations et puis vous avez le cours qui est à côté. Et puis chaque jour, il y a un travail à faire. Le jeudi, c'est là où vous allez vraiment vous lever, marcher autour de votre espace de travail pendant 5 minutes, pointer du doigt vos objets et dites à haute voix, this is a black computer, this is a blue pen, I have a white paper in front of me, I have a book, I have my bag on the table, I have a bottle of water on the table. Donc vous décrivez un peu tout ce qui est autour de vous, vous le faites vraiment en vous inspirant sur tout ce que vous auriez appris pendant la semaine. Donc, voilà un peu pour ce qui est du cours d'anglais. Et puis, comme d'habitude, vous devez continuer à faire la dactylographie. OK? La dactylographie, il faut continuer à le faire. Et puis, le programme de santé. OK? Le niveau bronze. Cette semaine, donc, je viens ici. Donc, on avait dit que pour ceux qui avaient déjà fait l'observation, on avait fait la semaine, on avait tous travaillé sur la routine de la semaine 3. Donc, ici, maintenant, on va aller à la semaine 4. Et dans ce document, vous avez les explications de la semaine 4 qui vous donnent, la semaine dernière, vous avez commencé à construire une nouvelle routine autour des 4 piliers de votre santé. Cette semaine, nous allons renforcer cette routine en identifiant et en réduisant tout ce qui épuise inutilement votre énergie. Donc, si vous le faites déjà, c'est tant mieux. Si vous ne le faites pas, ce sera l'occasion de pouvoir le faire. Donc, vous regardez votre sommeil, la mauvaise alimentation, ainsi de suite. Donc, voici le tableau quotidien. Donc, chaque jour, vous devez regarder, est-ce que vous avez dormi au moins 7 heures? Est-ce que vous avez bu au moins 2 litres d'eau? Est-ce que vous avez marché au moins 25 minutes? Est-ce que vous avez fait au moins 20 minutes de prière, lecture biblique? Vous avez exprimé votre gratitude? Est-ce que vous êtes levé après chaque 1 heure? Est-ce que vous avez éliminé les repas ultra transformés? Ensuite, vous suivez ça le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, chaque pilier est expliqué. Donc, on vous explique un peu dormir entre 7 et... Donc, ce qui est prévu là, hein, chaque pilier est expliqué. Éviter la caféine après 15 heures, lire quelques pages d'un livre ou méditer avant de dormir, garder sa chambre calme, sombre et fraîche, ainsi de suite. OK? Donc, voilà un peu les éléments. Ça fait 1h30. On va devoir arrêter ici pour notre session d'aujourd'hui, sauf si vous avez des questions. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare?
Question? Ou témoignage, ou bien quelqu'un a un témoignage comme d'habitude, un témoignage par rapport à la semaine, comment les choses ont évolué, comment nous avons mis en œuvre un certain nombre d'aspects de notre programme, des choses qu'on a apprises, qu'on veut partager avec les autres. Nous avons la parole. Bonjour, j'étais Mitterrand. Bonjour Mitterrand. Merci beaucoup. Je remercie les amis qui ont été un peu vaillants pour parler en anglais. Moi, je n'avais pas pu. Je vais le faire cette semaine pour répondre aussi la semaine prochaine. Mais personnellement, je remarque que j'avais établi un programme par rapport aux notes, mais j'avais pris une habitude aussi. J'ai téléchargé une version de la Bible en anglais. J'ai une version Bible en anglais où je médite, ne serait-ce qu'un verset de la Bible en français et en anglais pour que j'apprenne les nouveaux mots. Okay. Et j'essaie d'intégrer ça dans mes prières, même si je ne dirais pas convenablement, mais je peux répéter en priant 7 fois juste avec une phrase en anglais que j'avais appris. C'est juste pour essayer de m'amuser aussi, m'adapter ou m'habituer à utiliser l'anglais dans n'importe quel domaine. Ça, c'est un aspect que j'ai observé toute cette semaine. J'ai appris 7 phrases en anglais. Bon, j'avais fait un audio que je peux partager à la fin ici. Une autre habitude, j'avais copié ce que vous faites régulièrement, ne serait-ce qu'un moment de marche chaque jour, 1 heure. J'avais résolu faire ça. Je fais ça des fois, je fais 50 minutes. Et puis les autres jours, j'ai joué au foot pour transpirer. Et aujourd'hui, j'avais planifié faire 11 km à vélo. J'avais fait ça. C'est la 10e semaine où je fais ça. Ce que j'ai remarqué, je m'endors en moyenne 7 heures durant chaque jour, même si j'arrive pas à caler les temps de dormir, mais j'écris quand même les moments où je m'endors et au réveil, j'écris également. J'ai remarqué en une semaine, ma moyenne pour le sommeil, c'est adapté à 7 heures de sommeil. Et j'ai beaucoup d'énergie. Hein. J'ai été productif cette semaine dans tout ce que j'avais planifié faire sur le plan du travail et sur le plan personnel. Je sens que je commence à avoir beaucoup d'énergie. Et j'ai apprécié vous le partager aussi comme un témoignage. Merci beaucoup. Merci Mitterrand et merci vraiment pour ce partage. Est-ce qu'on a aussi un autre partage avant qu'on ne se sépare? Ok. Bon, s'il n'y a plus de partage, on va donc s'arrêter là, en nous encourageant à vraiment être actifs tout au long de la semaine. Et puis, s'il y a des questions, posez-les. Je ne vois presque pas, j'ai pas eu de questions sur le groupe depuis qu'on a commencé. Hein. Je ne sais pas si ça veut dire que les choses sont très claires pour nous et autres. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques questions qui m'ont été adressées à moi directement, mais